Amis auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour notre émission hebdomadaire, l'invité de la semaine. L'invité de la semaine, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Philippe Gomez en direct sur nos ondes. Il est membre du directoire, vous le savez, donc maintenant du directoire de Calédonie Ensemble. Il est également à savoir député de la 2e circonscription de notre pays, élu au Congrès et à la province Sud. Monsieur Gomez, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci et je salue les auditeurs de Radio Dido. Pour commencer, j'ai parlé tout à l'heure du fait que vous êtes député de la 2e circonscription. Une première chose, la situation de Monsieur Diawé, Jean-Pierre, inéligible donc après les élections. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, d'abord, au plan juridique, il y a des règles extrêmement strictes à respecter dans le cadre des financements des campagnes électorales, des comptes qui sont à remettre à la Commission nationale. Et des informations dont on dispose, c'est vrai qu'un certain nombre de candidats à ces élections, on parle de Jean-Pierre Diawé, mais il y a aussi Monsieur Siou, Monsieur Enoch, Monsieur Jorda, ont en réalité rendu des comptes qui n'étaient pas conformes aux règles telles qu'elles existent dans la loi. C'est souvent des choses qui sont soit importantes, par exemple il y en a 2 qui n'avaient pas du tout rendu de compte, donc là bien évidemment la sanction s'impose, et puis 2 autres, en l'espèce Monsieur Enoch et Monsieur Diawé, qui eux ont rendu des comptes qui respectaient pas scrupuleusement les formes requises. Le premier, Monsieur Enoch, a pas fait certifier ses comptes par un comptable agréé. Et le second, Monsieur Diawé, c'est pour un financement par une entreprise, ce qui est interdit par la loi. Donc, que la sanction s'applique, ça paraît légitime, c'est normal. Après, au plan humain et politique, moi je le regrette. Je connais très bien Jean-Pierre de très longue date. Certes, il est de sensibilité indépendantiste et il est au Palika et à l'Uni. En ce qui nous concerne, nous sommes à Calédonie Ensemble de sensibilité non indépendantiste, mais pour autant, dans les institutions, nous avons de très longue date l'habitude de travailler ensemble. Et moi, ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un de remarquable, de travailleur, qui connaît ses dossiers. C'est quelqu'un de respecté et d'estimé au sein des hémicycles, qu'il s'agisse de l'Assemblée de la Province Nord comme du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est quelqu'un qui, avec Daniel Fidjepas, a remarquablement dirigé la commune de Yingen tout au long de ces années, qui est une commune exemplaire sur la côte Est. Et donc, bien évidemment, ça va être pour les institutions du pays et pour le pays un formidable gâchis. Quand on a quelqu'un comme Jean-Pierre qui est installé de longue date dans le paysage politique, qui est un compagnon de route de Jean-Marie au moment des événements, voilà, donc c'est très dommage, et je ne sais pas si une solution sera trouvée. A priori, ça paraît difficile. Et pourtant, ce serait bien que Jean-Pierre puisse en 2014 apporter sa contribution aux politiques du pays, aussi bien au niveau de la commune, de la province que du Congrès. Voilà, nous allons en parler donc de la politique à partir de 2014, ou plutôt à la fin de cette mandature dans un instant. Mais juste une petite parenthèse à propos de cette sanction donc à Monsieur Jean-Pierre Diawé. Il y aura des marches de soutien qui vont être organisées la semaine prochaine donc du côté des différentes communes du Nord. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Nous avons donc Monsieur Gomez qui est là. L'actualité de la semaine, elle a été marquée en fin de semaine dernière par le Congrès de Calédonie Ensemble. Il y a eu des propositions de votre part. La deuxième chose, l'actualité de la semaine, c'est bien sûr les 25 ans de la poignée de main, la signature de l'accord de Nouméa. Je vais commencer d'abord par les 25 ans de la signature de cet accord de Matignon, mais aussi on va sûrement parler de l'accord Oudinot, des accords Oudinot. Donc 25 ans après, est-ce que pour vous, il y a des traces encore de ces accords Matignon-Oudinot? Écoutez, c'est fondamental. Les accords Matignon-Oudinot ont ouvert une nouvelle période dans l'histoire du pays. Et en réalité, quand on arrive à la séquence que nous allons connaître entre 2014 et 2018, le référendum prévu par l'accord de Nouméa, on arrive au terme de cette période qui aura duré une 30aine d'années avec les 10 années des accords de Matignon et la 20aine d'années de l'accord de Nouméa. Qu'est-ce que cette période nous a apporté, si on essaye de voir ça d'un petit peu loin et de faire la synthèse de ce que le pays a vécu pendant ces 30 années.
Je crois que d'abord ça nous a apporté, ça a été dit, il faut le répéter, c'est la paix. On sortait quand même de 6 années d'une quasi-guerre civile, un paroxysme qui a été atteint au moment du drame d'Ouvéa, un pays fracturé, un peuple déchiré, des souffrances extrêmement vives de part et d'autre, une incompréhension qui était allée jusqu'à une opposition frontale. Et donc, cette poignée de main a, au total, permis d'abord de faire en sorte que la paix puisse habiter le pays. Et ça, c'est fondamental parce qu'on peut rien construire, ni vivre ensemble, ni développement économique, ni quoi que ce soit, lorsque la paix n'est plus vivante dans un pays. Je le dis parce que je suis allé à Ouvéa le 22 avril pour l'inauguration de la stèle commémorative pour les 4 gendarmes et les 2 militaires qui sont morts lors de l'assaut de la grotte. Et je suis allé également le 5 mai me recueillir devant le monument les tombes des 19 militants indépendantistes qui sont morts lors de l'assaut de la grotte. J'ai été frappé par plusieurs choses à l'occasion de ces cérémonies. La première chose, c'est l'extraordinaire réconciliation, l'exemplarité de la réconciliation qui a été menée progressivement sur Ouvéa. J'ai vu, lorsqu'on était dans l'enceinte de la gendarmerie, lorsque la stèle a été inaugurée, nous étions tous ensemble dans cette enceinte, avec non seulement le maire d'Ouvéa, Mathias Wanneux, le conseiller UC des îles, mais également les grands chefs d'Ouvéa, le haut-commissaire et moi-même. Nous étions rassemblés à ce moment-là dans un moment de recueillement, mais il y avait aussi dans cette enceinte 200 à 300 personnes d'Ouvéa et de Gossana, je pense à Makiwea notamment, qui étaient là, mais également d'autres membres des familles des victimes de l'assaut de la grotte. Et je me suis dit, quelle force d'âme, ces gens d'Ouvéa ont su faire preuve en venant là, participer à cette cérémonie-là. C'est pas rien, parce que cette cérémonie-là a été dédiée aux 4 gendarmes et aux 2 militaires. Et ils ont su faire le pas qui a été construit au fil des ans pour être là ce jour-là. Et de la même manière, le 5 mai, lorsqu'on était au pied du monument dédié aux 19 militants indépendantistes qui ont perdu la vie dans cet assaut, il y avait le représentant du comité du 22 avril, qui est le gendarme qui a rassemblé les familles des gendarmes qui ont été, et des militaires qui ont été tués à l'occasion de ces événements. Et il était là, il partageait avec les gens de Gossana, avec les gens d'Ouvéa, ce moment de recueillement devant le monument indépendantiste. Et je me suis dit, c'est un exemple extraordinaire. C'est un exemple extraordinaire parce que de part et d'autre, ils ont su retisser les fils d'un dialogue qui aurait pu être interrompu à jamais. Et je crois que dans notre pays, au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer dans nos vallées, dans nos quartiers, dans nos tribus, dans nos villages, il faut qu'on soit capable d'intégrer cet exemple pour le dupliquer partout où on vit. C'est pas facile, mais c'est la condition du destin commun et du vivre ensemble. Donc la première chose que je veux dire sur ce 25e anniversaire, c'est ça, c'est la paix. Et bien sûr, j'ai l'habitude de dire que la paix c'est comme la santé. Tant qu'on l'a, on s'en rend pas compte. C'est le jour où on la perd, où on se dit mais on avait un bien précieux et on n'a même pas fait attention à faire en sorte qu'il soit préservé. La paix, deuxième élément, si vous me permettez. Vous me permettez ou vous me permettez pas? Je vous dis ça parce que je vois que vous voulez me couper. Deuxième élément de ce 25e anniversaire pour moi, c'est l'émancipation et la décolonisation. Le pays de 88 n'est plus le pays de 2014-2018. C'est un autre pays qui a été construit. On parle aujourd'hui de décolonisation facilement. On en parle depuis le préambule de l'accord de Nouméa. C'est le préambule de l'accord de Nouméa qui a su mettre des mots sur des faits. Décolonisation, émancipation, citoyenneté, vivre ensemble, destin commun. C'est les mots de l'accord de Nouméa. Et c'est ces mots qui, peu à peu, ont fini par imprégner le pays, du moins une large part de la population du pays. Il ne faut pas non plus avoir une vue idéale, disant que tout le monde aujourd'hui nage dans ces mots et les assume. Le mot pays est un mot qui est de plus en plus partagé.
qu'il y a 15 ans de ça, on parlait plutôt de territoire, alors que le mot pays était dans l'accord de Nouméa. Donc, ça aussi, c'est l'apport de ces 25 années. C'est que, oui, on est dans un pays qui est beaucoup plus émancipé qu'il ne l'a été, et qui exerce maintenant la quasi-totalité des compétences en matière économique, fiscale, sociale, de santé, de droit du travail, de droit commercial, de droit civil, etc. Donc on est un pays largement émancipé qui exerce quasiment toutes les compétences, sauf les compétences régaliennes. Et oui, on est dans un pays qui s'est décolonisé au sein de la République. La décolonisation, c'est l'opération Cadre Avenir, c'est le rééquilibrage qui a été initié, c'est le fait qu'on ait assumé aussi notre passé, cette histoire heurtée, tumultueuse, qui a été celle de la rencontre entre un peuple originel, le peuple kanak, et d'autres peuples qui sont venus au fil du temps travailler dans le pays avec des cultures asiatiques, océaniennes ou métropolitaines et européennes. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect pour moi de ces 25 années, c'est l'émancipation et la décolonisation. Et puis le troisième aspect, et puis après je vous promets je m'arrête, le troisième aspect, c'est le partage du pouvoir. Et le partage du pouvoir, qu'est-ce qui a changé? Ça a été la volonté, donc, dès le départ, de couper dans le découpage de la province, des provinces, par exemple. Tout à fait. C'est-à-dire que, à partir de 88, la réflexion qui s'est organisée et qui a été poursuivie en 98 avec l'accord de Nouméa, c'est comment donner le pouvoir à la minorité indépendantiste dans certains endroits, alors que la majorité du pays, dans le cadre de notre système démocratique, est une majorité non indépendantiste. La création des provinces, c'est ça. Le pays qui était tout entier dirigé à partir de Nouméa par une majorité qui était non indépendantiste, se trouve désormais co-dirigé dans le cadre de 3 provinces, dont 2 sont assumées par des indépendantistes. De la même manière, lors de l'adoption de l'accord de Nouméa, on a trouvé le moyen, là où c'est de contourner le principe majoritaire démocratique classique, habituel, qui existe dans tous les gouvernements du monde, pour dire le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il est co-dirigé par des non-indépendantistes et par des indépendantistes. Aujourd'hui, on a 7 membres non-indépendantistes et 4 membres indépendantistes. Et cette codirection, c'est-à-dire ce gouvernement à la proportionnelle des partis politiques qui sont représentés au Congrès, c'est unique dans le monde. Ça existe dans certains moments de l'histoire, ça existe en Allemagne lors de la précédente mandature, faute de majorité. Ça existe en Afrique du Sud avec le gouvernement de Clerc Mandela. Mais ce sont des gouvernements pour des périodes courtes. Là, en réalité, on aura fait 20 ans avec un gouvernement où les 2 sensibilités auront été représentées. Donc c'est ça aussi l'apport de ces 30 dernières années, c'est comment on a réussi, alors que la majorité du pays reste non indépendantiste, à intégrer de manière concrète les indépendantistes dans la gestion des institutions, 2 provinces, 4 membres au sein du gouvernement. Donc aujourd'hui, on peut dire que la gestion du pays, au plan politique et institutionnel, est très largement partagée. Je ne parle pas des 25 communes sur 33 qui sont aujourd'hui dirigées par les indépendantistes. On parle des accords Matignon-Oudinot, donc le référendum de 88 a eu ses résultats, on le sait. Donc c'est un référendum sur ces accords-là, un référendum qui a dit oui, mais on dit souvent que ce sont les indépendantistes qui ont plus voté dans le pays, je le dis, qui ont plus voté pour ces accords. Les loyalistes n'ont pas suffisamment expliqué les choses à ce moment-là ou pas? Non, je crois pas que ça soit passé comme ça. Moi, ce que je crois, c'est que les non-indépendantistes n'ont pas accepté la main. Parce qu'on était dans un contexte d'une violence extrême. On est encore traité par Jacques Lafleur de terroriste. On parlait encore de l'éventuelle dissolution par décret en Conseil des ministres du FLNKS. Donc, la jeune génération n'a pas connu ça, mais les propos, les actes aussi, mais les propos étaient d'une violence extrême. Donc, quand vous avez traité il y a 3 semaines de ça quelqu'un de terroriste et qu'ensuite vous lui serrez la main sur le perron de l'Élysée ou de Matignon, il est clair que c'est l'incrédulité qui a dominé dans les populations non indépendantistes. Et au total, cette incrédulité ou ce rejet s'est traduit par un non au référendum en Nouvelle-Calédonie. À l'échelle du pays, ça a été 57% de oui au référendum sur les accords de Matignon. Mais en réalité, à Nouméa, Dambéa, Mont-d'Or, on a été entre 60 et 65% de non. C'est-à-dire que là où se trouvaient les grands bataillons électoraux des non-indépendantistes, il y a eu un rejet des accords de Matignon. Alors pourquoi? Parce que ça a été d'une trop grande brutalité, la préparation a été insuffisante, et donc dès lors, même si à l'époque Jacques Lafleur était tout puissant,
les Calédoniens, il n'a pas été suivi. Ça n'a pas empêché, je le dis parce que c'est une vérité historique, que quelques mois après, en juillet 89, le RPCR dirigé par Jacques Lafleur a eu la plus grande majorité qu'il n'a jamais eu dans le pays, puisqu'il avait 27 sièges sur 54. À titre indicatif, aujourd'hui, Pierre Frogier en a 13 sur 54. C'est pour dire qu'on est dans un monde totalement différent. Nous parlons du passé, justement, nous allons parler de l'avenir. Dans votre congrès donc de samedi dernier, il y a eu des propositions que vous avez faites. Ce que je vous demande, c'est simplement d'expliquer donc ces propositions, c'est quoi exactement? Oui. Alors, d'abord, pourquoi on fait ces propositions? Parce que on considère, nous, que on arrive donc à une échéance majeure qui est celle de 2014. Je l'ai dit, au terme d'un processus qui a été engagé il y a 30 ans. On va avoir cette période charnière 2014-2018 et ensuite un autre processus qui va être engagé. Donc la question qui se pose pour nous à Calédonie Ensemble, c'est la responsabilité qui doit être la nôtre à l'égard de cette période charnière. Aujourd'hui, Calédonie Ensemble est la première formation politique du pays. Nous avons rassemblé aux dernières élections législatives 25 000 voix. Nous sommes devant le FLNKS, le RIMP et les autres partis. Donc, à ce titre-là, en tant que première formation politique du pays, nous avons des responsabilités particulières à l'égard de cette période charnière et nous souhaitons les prendre. La deuxième raison pour laquelle j'ai fait ces propositions au nom du mouvement, c'est parce que nous ne souhaitons pas aller vers ces élections avec une ambiguïté. Non, il faut que le mandat que nous donnent les Calédoniens qui nous feront confiance à l'occasion de ces élections soit un mandat clair. Et donc, nous allons dire ce que nous allons faire. Et ensuite, après l'élection, nous ferons ce que nous avons dit. Je dis ça parce que un certain nombre se sont spécialisés entre le fait de faire le contraire après l'élection de ce qu'ils disent avant, chez les indépendantistes comme chez les non-indépendantistes d'ailleurs. Je pense pas que personne n'avait annoncé la coalition, par exemple, avec le rassemblement UMP, l'Union calédonienne et le Parti travailliste. Donc, nous, Calédoniens Ensemble, on n'est pas dans ces logiques-là. On dit avant et on fait après ce qu'on a dit. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle nous avons fait des propositions. Et puis la troisième raison, c'est que on se retrouve quand même avec une séquence particulière où on peut collectivement s'interroger sur notre capacité à maintenir la paix dans le pays. On arrive au terme d'un processus. Est-ce que les conditions sont réunies pour que la paix qui nous a permis de faire le chemin dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, le chemin du partage du pouvoir, de l'émancipation, de la décolonisation, de la reconnaissance des uns et des autres, est-ce qu'on va pouvoir poursuivre ce chemin, ou au contraire, est-ce qu'on s'est tout seul mis dans une embuscade, dans un guet-apens, et on va collectivement se retrouver dans une situation difficile. Donc c'est ça aussi. Donc voilà pourquoi j'insiste là-dessus, parce que c'est pas par hasard qu'on fait des propositions 10 mois avant l'élection. C'est par rapport à cette analyse du contexte et de nos responsabilités. Ensuite, autre chose, qu'est-ce qui est prévu par l'accord de Nouméa? L'accord de Nouméa, je le dis pour vos auditeurs, mais je pense que beaucoup le savent, entre 2014 et 2018, un référendum pour ou contre l'indépendance du pays sera organisé en 2014, 15, 16 ou 17, à l'initiative du Congrès, à la majorité des 3/5 des membres du Congrès, si le Congrès le veut, d'accord? Et s'il n'a pas été organisé par le Congrès, il sera organisé obligatoirement par l'État en 2018. Bon. Si les Calédoniens disent non, ce que prévoit l'accord de Nouméa, c'est qu'une deuxième question peut être posée, toujours sur l'indépendance du pays, en 2020. Si les Calédoniens redisent non, l'accord de Nouméa dit une troisième question peut être posée en 2022. Et si les Calédoniens redisent non pour une troisième fois, l'accord de Nouméa dit il faut se mettre autour d'une table et puis on va voir comment on fait. Voilà, c'est ça le dispositif. Donc nous on dit que ce dispositif, ce référendum, c'est un référendum chaos. Chaos. Pourquoi? Parce que il oppose par avance des gagnants et des perdants pour ou contre l'indépendance. Il va dresser les Calédoniens les uns contre les autres. Il va être générateur de tensions ethniques, politiques, sociales. Il va être également facteur d'attentisme économique, de ralentissement économique. Donc vraiment, on a tous les ingrédients pour transformer ce rendez-vous des Calédoniens avec leur histoire en immense pétaudière qui va nous péter, pardonnez-moi l'expression, à la gueule. Est-ce que en répétant à chaque fois, vous risquez d'amener les gens justement à ce chaos? Moi je répète qu'il ne faut pas aller à ce référendum tel qu'il est prévu. Pourquoi? Je dis qu'il faut passer d'un référendum aveugle à un référendum éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, Romain, vous êtes indépendantiste. Vous allez mettre un bulletin pour l'indépendance du pays, vous. On est d'accord. Mais c'est quoi l'indépendance? Il se passe quoi le jour d'après? Le jour d'après du vote. Imaginons,
les Calédoniens ont voté, et une majorité pour l'indépendance, 55% pour l'indépendance. Et on est lundi matin. Il se passe quoi lundi matin? Quelle est l'organisation des institutions dans ce pays indépendant? On n'en sait rien. Quel est le régime des libertés publiques? On n'en sait rien. Quelle est la nationalité? Facultative, obligatoire, double nationalité? On n'en sait rien. Qui peut faire partie des nationaux dans ce pays? Donc, on n'en sait rien. Ce que vous énumérez maintenant, c'est simplement à ce que les indépendantistes fassent des propositions. Également pour le lendemain de... je pense que c'est une marque de respect à l'égard de la population du pays en général, indépendantiste ou non indépendantiste, et à l'égard des indépendantistes en particulier, de l'électorat indépendantiste. Qu'est-ce qu'il y a dans cet État indépendant? Est-ce que cet État indépendant garde des relations avec la France? Oui ou non? S'il en garde, quelles sont-elles? Au plan économique, fiscal, social, financier, culturel. Enfin, en clair, derrière le principe qui est celui de l'indépendance, quel est le contenu? Donc c'est ça, faire de ce référendum aveugle un référendum éclairé, c'est donner du contenu aux principes qui sont posés par le référendum. Même chose pour celles et ceux qui vont voter contre l'indépendance. Donc si on vote contre l'indépendance, on reste dans la France. Qu'est-ce qui est prévu par l'accord? Rien, puisque l'accord de Nouméa, lui, il s'arrête. Et le texte de l'accord dit qu'il faut se retrouver, s'il y a un non à l'indépendance, pour dire comment on fait. Donc là aussi, de la même manière qu'on vote pour le principe de l'indépendance, si on vote pour le principe de rester au sein de la République, rien n'est organisé. Quelle est l'organisation institutionnelle de ce pays émancipé qui est le nôtre au sein de la République? On n'en sait rien. Est-ce qu'on reste dans l'organisation entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie en termes de compétences comme ça existe? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne le corps électoral? On n'en sait rien, etc. Donc là aussi, de la même manière qu'on doit donner un contenu à l'indépendance, on doit donner également un contenu aux pays émancipés qui restent au sein de la République, de façon à ce que là aussi, les électeurs qui sont de sensibilité non indépendantiste, ils soient susceptibles de connaître le jour d'après, quand ils auront voté contre l'indépendance et qu'on reste un pays émancipé dans la France, comment s'organise ce pays émancipé dans la France. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut passer d'un référendum aveugle, aujourd'hui, à un référendum éclairé, de façon à ce que les Calédoniens soient informés des conséquences de leur choix. Et puis, surtout, le fait de passer d'un référendum aveugle à un référendum éclairé conduira indépendantistes, non indépendantistes et l'État, non pas à se retrouver après pour voir comment on fait. C'est quand même, on a prévu un système qui est bon, on va pas revenir sur ce qu'ont fait les négociateurs, ils ont fait comme ils ont pu à ce moment-là de l'histoire, et plutôt des bonnes choses. Mais là, ils ont quand même poussé l'histoire en disant on verra après, grosso modo. Donc, si ça marche pas, on voit après comment on fait. Donc, on a tous les ingrédients. Vous imaginez, au lendemain d'une défaite indépendantiste à ce référendum, que la manière dont on se retrouve autour de la table, je suis pas sûr qu'elle soit très apaisée. C'est pour ça qu'on dit il faut qu'on passe à un référendum de chaos à un référendum de paix. Là aussi. Et donc, bien évidemment, puisqu'on doit définir les contenus de la solution indépendance ou de la solution au sein de la République, on a vocation à négocier, je sais pas, pendant 1 an ou 2 ans pour définir ces contenus. Et donc, dès lors, et j'en termine, Romain, par là, dès lors qu'indépendantistes et non indépendantistes avec l'État, parce que moi je crois à la nécessité que l'État accompagne cette démarche, dès lors qu'on aura mené cette négociation pour nourrir ces contenus, bien évidemment, quand vous avez passé 1 ou 2 années à nourrir les contenus, vous êtes plus à même ensuite, les uns et les autres, à accepter le résultat démocratique qui résultera du référendum. Donc voilà la démarche qui est proposée par Calédonie Ensemble, et je crois qu'il était temps que des propositions qui soient susceptibles de rassembler, c'est une démarche, c'est une méthode qu'on propose. Je crois qu'il était temps que des propositions qui sont susceptibles de rassembler soient faites. J'ai l'impression qu'à vous entendre, en fait, c'est tout ce que demandent en fait les différents partis ici, parce que la proposition de trouver une solution consensuelle et c'est ce que demande tout le monde. Ah oui, mais là, Romain, nous, on veut pas de la solution consensuelle. Donc, je ne sais pas ce que demande tout le monde. Moi, ce que j'ai entendu, c'est les indépendantistes. Qu'est-ce que j'ai entendu dans le message indépendantiste? J'ai entendu le message du Parti travailliste. 2014, le référendum. D'accord? Il n'a pas parlé de solution consensuelle. J'ai entendu le message de Gérard Régnier, secrétaire général de l'Union calédonienne. Il a dit quoi? Il faut la majorité des 3/5 dès 2014 pour qu'on fasse le référendum. Il n'a pas parlé de solution consensuelle. Donc moi, ce que j'ai entendu, c'est des indépendantistes qui ne parlent pas de solution consensuelle, qui parlent d'aller au référendum. Et chez certains indépendantistes, je dis pas tout, je dis pas tous, je veux pas généraliser ce qui serait erroné, mais chez certains indépendantistes, il y a quand même l'idée au travers du référendum de purger la France. Bon. Chez des non-indépendantistes, j'ai écouté, il y en a un certain nombre aussi qui veulent aller au référendum tel qu'il est prévu en disant, on va voir ce qu'on va voir, puisqu'on est majoritaire,
on va gagner ce référendum, et comme ça, on va purger l'indépendance. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, sur la scène politique, dans les partis politiques, j'entends beaucoup, chez les indépendantistes et chez les non-indépendantistes, entre ceux qui veulent purger la France et ceux qui veulent purger l'indépendance, le seul résultat qu'on risque d'avoir à la sortie, c'est qu'on purgera le pays. Donc, j'entends pas du tout les choses telles que vous les exposez. J'entends plutôt, pour une large part, des gens qui disent on va vers le référendum avec des objectifs opposés et qui souhaitent pas qu'on modifie, qu'on complète ou qu'on construise les solutions issues du référendum. Donc nous, on est dans une démarche totalement différente. Nous, on veut pas que le pays soit purgé à la sortie par des gens qui veulent un autre. On veut construire une alternative partagée de sortie de l'accord de Nouméa. Construire une alternative partagée de sortie de l'accord de Nouméa. L'avantage de cette alternative partagée, je l'ai dit, c'est qu'elle changera ce référendum aveugle. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les principes. En référendum éclairé, il y aura un contenu dans les principes. Comme on construit ensemble les choses et qu'on discute et qu'on négocie ensemble, on passe d'un référendum de chaos, parce qu'on doit discuter après, à un référendum de paix, puisqu'on discute avant. Et puis enfin, on laisse le choix aux Calédoniens. Moi, la solution consensuelle, je vais vous dire, j'y étais favorable. À partir de 2008, je l'ai dit, une solution qui rassemble indépendantistes et non-indépendantistes, et à laquelle tout le monde appellera à voter, comme Matignon ou Nouméa. Aujourd'hui, je suis extrêmement réservé. Pourquoi ? Parce que, vous savez, on arrive à la fin de l'accord de Nouméa, qu'est-ce qui reste dans les mains de l'État ? Les compétences régaliennes, la nationalité. Vous savez, c'est difficile de découper tout ça en lamelles. Donc on essaye, certains du moins, de trouver le mouton à 5 pattes. Une sorte d'indépendance Canada Dry, ou de France Canada Dry, où on arriverait à faire plaisir un peu à tout le monde sans véritablement satisfaire personne. Je crois qu'à un moment, il faut affronter notre destinée. Parce que si on trouve une solution consensuelle qui conduit chaque sensibilité à renoncer à l'essentiel, les indépendantistes à renoncer à leur quête, engagée de longue date, de souveraineté sur leur pays, et les non-indépendantistes à renoncer au lien avec la France, il est clair que cette solution, elle ne satisfera personne. Donc je crois qu'il faut laisser le choix. Les Calédoniens, de toute sensibilité, de toutes ethnies, doivent aujourd'hui avoir le choix entre deux projets, sauf que ces projets, il ne faut pas qu'on les construise chacun dans notre coin, il faut qu'on arrive à les construire ensemble dans le cadre d'une négociation sur cette sortie de l'accord. Et à partir de ce moment-là, si on arrive à faire ce chemin ensemble, je crois véritablement qu'on pourra de manière apaisée affronter cette échéance et puis ensuite s'engager dans un nouveau processus pour le pays émancipé qu'on est en train collectivement d'essayer de construire. Faut-il attendre, ma dernière question, faut-il attendre les provinciales de l'année prochaine pour la négociation justement? Ah mais c'est indispensable, moi je dis pas ça. Donc ceux qui seront légitimés à négocier pour l'avenir. Ah vous avez utilisé le bon terme. Qui est légitime aujourd'hui pour négocier? Vous le savez vous? Moi je sais pas. Ceux qui seront légitimes, ce seront ceux qui auront été légitimés par le peuple. Il n'y a que le peuple qui est souverain. Il n'y a pas, les partis politiques n'existent pas. Ils existent que par la légitimité que leur confère le peuple. Et le moment où les partis politiques sont légitimés, c'est le moment où ils sont soumis au suffrage universel. Donc en mai 2014, il y aura des élections. Chez les indépendantistes, l'Union calédonienne, le PALICA, le Parti travailliste, en formation rassemblée ou dispersée en fonction des provinces, ira aux élections. On verra de l'ensemble de la réponse des Calédoniens quel est le mouvement politique, même si deux d'entre eux, l'Union calédonienne et le PALICA, sont rassemblés au sein du FLNKS, quel est le mouvement politique qui a une légitimité par rapport à la démarche qu'il a engagée un peu plus forte que les autres. Même chose chez la sensibilité non indépendantiste. On a effectivement une plateforme louécotienne qui rassemble Frogier, Martine, Leroux et quelques autres. On a, semble-t-il, Galliano qui organise un mouvement autour de l'idée d'une union pour la France. On a Calédonie Ensemble qui propose de passer de ce référendum aveugle à un référendum éclairé, qui propose de construire ensemble l'alternative partagée de sortie de l'accord. Donc les Calédoniens, à qui vont-ils faire confiance? Est-ce qu'ils sont dans une démarche qui va plutôt vers cette plateforme qui est celle de la coalition Union calédonienne Parti travailliste avec les non-indépendantistes? Est-ce que c'est plutôt la proposition de Gaëliano qui va les rassembler, ou est-ce que c'est Calédonie Ensemble qui va... Bon, voilà, et donc à la sortie, bien évidemment, en fonction du nombre de voix obtenues par les uns et par les autres, et des sièges qui en découlent dans les provinces et au Congrès, à partir de ce moment-là, on pourra, je crois, engager la démarche. Et bien évidemment, si c'est Calédonie Ensemble, chez les non-indépendantistes qui arrivent devant,
c'est la proposition dont je parle aujourd'hui qui a vocation à être mise en œuvre, et c'est celle sur laquelle on s'engage à l'égard des électeurs. Mais vous savez, j'en conclurai par là, ce que je crois, c'est que on doit essayer de faire en sorte que l'esprit de cette proposition, peu à peu irrigue le pays. C'est une méthode et une démarche. On n'a pas la vocation à la mener tout seul, à assumer cette méthode et à mener cette démarche tout seul. Il faut convaincre les autres indépendantistes et non indépendantistes. Elle s'adresse ni aux non indépendantistes ni aux indépendantistes. Elle s'adresse à toutes les sensibilités politiques calédoniennes et à tous les partis. Il faut convaincre tout le monde de venir autour de cette table en apportant son sac, le sac de son projet de société, le sac de son attente, tout ce qui constitue la sensibilité de chacun des mouvements politiques. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu nous dire Calédonie Ensemble, voilà, quel est notre projet à nous. Nous, on mettra notre projet aussi sur la table comme les autres. Mais on va pas faire un référendum des uns contre les autres. On va pas essayer de faire un truc juste avec les indépendantistes. Avez-vous bon espoir, en fait, pour terminer, que vous êtes prêt, avez-vous bon espoir de convaincre les loyalistes, les indépendantistes sur cette proposition J'ai une immense confiance dans l'intelligence collective du peuple qui arrive bien souvent à transcender les clivages dans le pays, et du moins l'histoire en a témoigné. Et donc je suis sûr qu'au fil du temps, il faudra un peu de temps, mais c'est pour ça qu'on le fait maintenant, parce qu'il y a 10 mois devant nous, que cette démarche, qui est une démarche de projet, et non pas d'opposition, qui est une démarche de responsabilité, et on veut purger personne, que cette démarche, elle sera susceptible de rassembler celles et ceux qui veulent construire ensemble un pays dans le respect des convictions de chacun. Monsieur Gomez, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Romain pour votre invitation et merci aux auditeurs. Merci.